حضرات الخبراء، حضرات ممثلي الدبلوماسية، الأخوة الكرام والأخوات، أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر الدكتور علي لأنه وفر لي هذه الفرصة، وأنا أتابع العمل الكبير الذي قام به إلى حد الآن لدعم هذه الفكرة، وأشكركم أيضا على تفضلكم بالحضور وعلى دعمكم لهذه الفكرة. Ladies and gentlemen, I would like to express you all my gratitude, because if you are here, it's probably because you support this idea, and I do appreciate your support. I would need it, we would need it, all of us, if we want to promote this dream, this nice dream. But it's not only a nice dream. I'm quite sure that we can make it a reality. Mesdames et messieurs, je vais peut-être continuer en français jusqu'à la fin, parce que je sais que le français est la langue la plus usitée dans cette ville, et comme je tiens à ce que le contact soit direct et que avec le maximum d'entre vous, donc je vais parler la langue de Molière, pour vous dire que si je suis ici aujourd'hui en ma qualité non pas d'intellectuel vivant dans l'exil et tout ça, manipulant quelques idées qui à l'époque pouvaient paraître loufoques, si je suis ici en tant que chef d'État, c'est que je le dois d'abord essentiellement à la réussite de la révolution tunisienne et au printemps arabe. Donc j'aimerais quand même mettre cette idée dans son contexte le plus large, afin que l'arbre ne cache pas la forêt. Qu'est-ce que c'est que le printemps arabe? Le printemps arabe, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est une crise générale, probablement l'une des plus graves que le monde arabe, que la nation arabe, forte de 300 à 400 millions de personnes, ait connue depuis de très très nombreux siècles. Cette crise, cette formidable crise, est une crise arabo-arabe, où l'élément étranger, à savoir nos éternels adversaires, les Occidentaux, les Israéliens, que sais-je encore, ne joue pratiquement aucun rôle. C'est une crise arabo-arabe, c'est une crise de la civilisation arabe, c'est une crise de la nation arabe. Ou encore une fois, l'élément étranger, peanuts, pratiquement aucun rôle. C'est une crise systémique, c'est-à-dire que cette crise systémique interroge pratiquement tout. Les systèmes politiques, les frontières des États, le rapport sociétal entre les différents groupes sociaux, la répartition des richesses. Tout, absolument tout, est mis en cause. Donc ce n'est pas du tout une révolte, une question de changer tel régime, etc. C'est une remise en cause profonde de tout ce qui existe jusqu'à présent en tant que structure et en tant que mode de fonctionnement. C'est une crise révélatrice aussi, révélatrice qu'en fait ce qu'on appelait l'État national a été une mince couche qui a recouvert des anciennes fractures, mais qui ne les a pas fait disparaître. Fractures chrétiens-musulmans, sunnites, chiites, tribaux, etc. Donc révélatrice de la trame réelle de cette société qu'on a voulu occulter et qui, le refoulé est là, il est revenu à la surface. C'est une crise destructrice aussi d'un certain nombre de schémas, de rapports sociaux, le rapport de l'État aux citoyens, le rapport de la société civile à l'État, etc., etc. C'est une crise donc extrêmement destructrice de tout ce qui a existé. Moi, on parle de printemps arabe, moi je dirais plutôt le tremblement de terre arabe. Et ce tremblement de terre a montré, comme le montrent en général les tremblements de terre, deux choses, à savoir à quel point les maisons étaient mal construites, parce que si ces maisons avaient été bien construites, ça aurait tenu, et aussi à quel point les secours qu'on apporte pour faire face à la crise sont peu efficaces. C'est ça ce que le printemps arabe ou le tremblement de terre arabe. Donc c'est une crise profondément destructrice. Mais, et ça c'est le mais le plus important, c'est aussi la plus formidable opportunité donnée aux Arabes pour tout reconstruire, et reconstruire de façon antisismique. Reconstruire du beau, reconstruire du solide, reconstruire du neuf, reconstruire du propre. C'est ça le printemps arabe. C'est à la fois une formidable crise de destruction avec un coût terrible. Nous, les Tunisiens, nous avons eu la chance d'être à l'extrémité du spectre, puisque j'ai fait le calcul macabre, 308 morts lors de la Révolution, malheureusement une cinquantaine de nos hommes
donc, de nos soldats et de nos policiers tombés sous le terrorisme, de 3000 blessés. Comparez ça aux 200 000 morts et blessés, morts essentiellement payés par le peuple syrien, aux millions de déplacés, et vous avez un peu le prix que paye chaque pays arabe, avec évidemment des cas intermédiaires, le cas yéménite, le cas libyen, le cas égyptien, etc. Et la facture n'est pas encore terminée. Nous allons encore payer une lourde facture pour cette transformation formidable de notre société. Donc, c'est une crise destructrice, avec un coût important, variant selon les pays, mais c'est la plus formidable opportunité donnée aux Arabes aujourd'hui pour se reconstruire, pour rattraper leur siècle, et pour être enfin à la mesure de leur histoire et de la place qu'ils doivent avoir dans l'histoire et dans le monde. Aujourd'hui, en Tunisie, nous profitons à plein de cette opportunité. Nous sommes en train de reconstruire quelque chose de beau, de solide. Nous avons fait une très belle constitution. Le plus beau dans cette constitution, c'est qu'elle a été consensuelle, que des milliers et des milliers de gens l'ont réfléchi. Nous avons mis en place des institutions pour assurer l'indépendance de la justice, l'indépendance de l'information, l'indépendance des élections, etc. Nous avons décidé que les élections auront lieu et que le peuple sera, lui et lui seul, la source de toute légitimité. Nous sommes en train de construire cette démocratie en Tunisie et dans cette espèce de fièvre de créativité qui est générale. Au sein de la société tunisienne aujourd'hui, il y a des milliers d'associations qui sont en train de faire et la créativité est là tout le temps. Eh bien, la CCI, ce n'est rien d'autre qu'une partie de cette créativité de la Tunisie et du printemps arabe. Elle fait partie donc de cette espèce de gigantesque énergie qui se développe pour créer du neuf, pour proposer du neuf, pour faire partie donc de cette opération de reconstruction sur les décombres de l'ancien système. Donc si je suis là ici aujourd'hui en ma qualité de chef d'État, c'est justement parce que le printemps arabe est aussi quelque chose de constructif et pas seulement de destructif. Parce qu'il y a une énergie formidable qui est en train aujourd'hui de proposer des choses nouvelles. Alors, maintenant, je bascule au niveau de la question elle-même de la CCI. J'ai vu très rapidement, j'étais étonné moi-même de voir la rapidité avec laquelle cette idée a essaimé et la rapidité avec laquelle il y a au moins deux questions, à mon avis, qui ont été résolues très rapidement dans les discussions qu'il y a eu les 2 dernières années. La question de la pertinence et la question de la faisabilité. La question de la pertinence, où il y avait cette fameuse phrase, je ne sais pas qui l'avait dite, la CCI, les dictatures n'en ont pas, l'accepteront jamais et les démocraties n'en ont pas besoin. Bon, c'est une formule qui, à mon avis, ne tient pas, dans la mesure où les dictatures ont été bien obligées d'avaler le TPI, donc les dictatures avaleront aussi la CCI. Les démocraties n'en ont pas besoin, j'en suis pas sûr. Parce que les démocraties occidentales, leur problème, c'est de promouvoir la démocratie dans le monde, et la démocratie dans le monde, c'est pas encore gagné, c'est pas encore joué. C'est une bataille qui est comme pour la corruption, c'est une bataille qui s'arrête jamais. Il y a encore beaucoup d'espace à conquérir, il y a des démocraties fragiles. Au sein même des anciennes démocraties qui se croient assurer la montée de l'extrême droite montre bien qu'on est loin du compte. Je pense que les démocraties en ont besoin de la CCI. Mais ceux qui ont le plus besoin de la CCI, ce sont les démocrates vivant sous les dictatures. C'est ça le point fondamental. C'est eux qui ont besoin le plus de la CCI. Parce que quand des démocrates se battant pour la démocratie au sein des dictatures savent qu'il y a derrière eux un organisme comme la CCI pour invalider ces élections, pour mettre au banc de la société, de l'état de droit international, tel ou tel régime, eh bien, ils ont un outil formidable pour raccourcir la durée de vie de la dictature. Et c'est ça. Donc, oui, cette idée est pertinente, parce qu'elle sert la démocratie, que ce soit les démocraties installées parce qu'elle permet de promouvoir la démocratie, d'installer le droit international, l'idée de droit à l'échelle de l'humanité, et ensuite parce qu'elle peut aider effectivement les combattants pour la liberté. Alors, ça c'est pour la pertinence. Pour la faisabilité, oui, c'est vrai, tous les rêves ne se réalisent pas, mais tout ce qui s'est réalisé, comme vous le savez tous, a été un rêve. Ce bâtiment, cet endroit, cette structure, ça a été un rêve. TPI, ça a été un rêve. Donc, les rêves peuvent se réaliser. Alors, comment? Il est actuellement
deux types d'actions sur lesquelles, deux types de pistes qu'il faut explorer à fond. Bien entendu, le côté technique. Et ça, je suis moi-même spécialiste dans un domaine qui est la santé publique. Je connais la complexité de la spécialité et je n'oserais jamais mettre mon nez dans les textes de complexité, donc dans cette espèce de jungle des textes qui existent, de structures, etc. C'est à vous, éminente personnalité juridique, justement de trouver comment les chevaux de ces relations entre... J'ai lu un article de mon ami Riyad Ben Achour sur l'intrication de le droit, les droits de l'homme et puis ensuite l'histoire de la CCI. Donc c'est quelque chose de très compliqué, mais c'est à vous, éminente personnalité juridique, justement de démêler ces deux chevaux et de voir en quoi cette CCI peut être non pas une répétition, non pas un surajout, non pas un artefact, mais quelque chose qui apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et je suis persuadé qu'effectivement ça apporte quelque chose de nouveau. Il faut lui trouver sa place, il faut lui trouver de telle façon qu'il n'y ait ni redondance, ni, encore une fois, artifice, ni rien du tout, pour qu'effectivement la CCI peut réellement jouer son rôle pour promouvoir la démocratie. Alors, évidemment, il faut écrire un texte, il faut faire des propositions, et je compte énormément sur vous pour qu'on puisse avancer dans cette réflexion technique. Puis ensuite, il y a le volet politique, ça c'est mon travail. Je vais voir demain à Washington un certain nombre de chefs d'État africains. Je suis un vendeur ambulant, entre guillemets. Je vends ma marchandise partout où je vais. Partout où je vais, j'essaye de convaincre. Et je dois dire que pour le moment, j'ai une vingtaine d'accords entre Africains, Latino-Américains. Ensuite, je vais m'attaquer à des plus gros poissons. Là, pour le moment, je travaille tranquillement, mais je crois qu'on peut effectivement trouver une bonne cinquantaine d'États pour parrainer ce projet, pour le porter sur les fonds baptismaux, pour en faire cette réalité. Alors, c'est un travail que nous devons tous faire ensemble, vous dans votre important volet académique, scientifique, technique, et moi dans le côté politique. Alors, évidemment, il y a le problème du temps. Moi, je dis toujours, il n'y a pas un temps, il y a plusieurs temps. Il y a le temps géologique, qui se compte en millions d'années, il y a le temps des civilisations, qui se compte en milliers d'années, il y a le temps des régimes, des États, qui se compte en décennies, je ne sais pas. Puis il y a le temps des Nations Unies, qui lui aussi est un temps relativement lent. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il faut accepter que le temps des Nations Unies n'est pas le temps des personnes, et que ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Il faut être patient. Si on avait dit à nos amis de la TPI, qui ont commencé à se bouger en 1920, qu'il faudra qu'ils attendent quelque chose comme 70 ans pour voir la réalité, certains d'entre eux auraient peut-être un peu déçus, d'autres auraient au contraire été stimulés. Moi, je vous demande d'être stimulés par ce temps des Nations Unies. Peut-être les plus jeunes d'entre vous la verront, cette CCI. Je l'espère. Entre parenthèses, là, vous me permettrez d'être un peu nationaliste. Je ne suis pas nationaliste. Pas du tout. Je déteste le nationalisme. Moi, je suis un patriote, un internationaliste, mais bon, de temps en temps, on se laisse aller au fait que j'aimerais quand même que un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, que Tunis soit la capitale de la CCI, comme La Haye est la capitale du tribunal de justice. Ça ne serait que rendre justice aux Tunisiens parce qu'ils auraient été, il y a 50 ans, les promoteurs etc. Et puis ensuite, parce qu'effectivement, il est temps que les grandes villes de ce qu'on appelait le tiers-monde aient aussi leur grande structure internationale. À part cela, à part ce souhait et ce rêve, je pense qu'effectivement, il faut que nous soyons patients, il faut que nous soyons déterminés, il faut que nous soyons, teigneux. Parce que pour moi, toute ma vie, j'ai été un teigneux. À partir du moment où je veux quelque chose, il y a une fameuse phrase célèbre de quelqu'un qui a dit « Le plan quinquennal, on mettra 20 ans pour le réaliser, mais on le réalisera. » Eh bien, ça sera pareil. Hein. Le plan quinquennal, on mettra 50 ans pour le faire, mais on le fera. On le fera ensemble. Et merci pour tout ce que vous faites pour que justement ce rêve devienne une réalité.